Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau dossier parlementaire. Cette séquence pose un vrai problème. Un magistrat de la Cour des comptes, à l'origine du programme Pica Blanche sur France Télévisions, est aujourd'hui mis en cause pour des décisions qui interrogent lourdement. Le cœur du débat porte sur la publication d'un rapport sensible de la Cour des comptes, rendu public à un moment clé, alors même que se jouait la reconduction de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Ce choix de calendrier n'a rien d'anodin. À peine entré en fonction, les questions s'accumulent. Pourquoi ce rapport a-t-il été publié à ce moment précis et dans quel intérêt ? N'hésitez pas à booster cette vidéo pour qu'elle remonte dans l'algorithme. Un like, un commentaire, bon visionnage. Première question, est-ce que vous pouvez nous confirmer ou pas, c'est une information que j'ai eue mais que je n'ai pas vérifiée, que le plafond des nuitées d'hôtel chez France Télévisions serait autour de 300 ou 350 euros par nuit? Non, on n'a pas le chiffre là en tête, que je peux en revanche, parce que ça on l'a mis bien entendu, on l'a porté à la connaissance durant toute l'instruction et lors aussi des auditions avec la direction des entreprises et de l'entreprise France Télévisions. Et ils ont reconnu qu'il était nécessaire de revenir dans du droit commun et de corriger tout ce qui aurait pu apparaître comme des avantages généreux accordés. Mais sur ce point particulier, je ne sais pas quel est le montant, enfin le coût, l'indemnité pour les nuitées. Je ne peux pas vous répondre, je suis désolé. Est-ce que vous n'en avez plus souvenir ou vous n'avez pas eu la communication parce que vous pouvez nous communiquer par écrit les réponses aux rapporteurs, donc il faut faire attention parce que vous savez tout ce qui est dit ici est encadré par la loi, donc c'est pas la même chose de ne plus l'avoir en tête que de ne pas avoir eu la communication de ce plafond des frais de représentation. On vous donnera les éléments par écrit précis et notamment tout ce qui aurait pu, on n'a pas qualifié d'évitable pour rien. Il y a des choses qui auraient pu, il y a des dépenses qui auraient pu être évitées. Est-ce que vous considérez par exemple que la fameuse dépense qui a fait l'objet de nombre de polémiques, qui je pense a aussi écœuré beaucoup de Français, en 2023 lors du Festival de Cannes, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, aurait passé 10 nuits dans des suites au Majestic à Cannes à 1 700 € la nuit. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'une telle dépense était évitable et contrevient d'ailleurs aux règles probablement de France Télévisions sur le montant maximum de nuitées par employé? La réponse là que j'ai sous les yeux, que les frais d'hébergement des 4 dirigeants visés avaient été financés non pas sur fonds publics, mais par un groupe privé. Voilà, et ensuite, il ne nous appartient vraiment pas de nous prononcer dans la mesure où il y a une procédure judiciaire sur ce sujet plus général. Nous, on n'a pas du tout. Et je rappelle aussi qu'il y a aussi des dispositifs de contrôle interne à l'entreprise. Donc, il y a du contrôle interne qui est effectué sur toutes ces dépenses qui peuvent être occasionnées par des événements particuliers. Voilà, donc je vous donne les éléments qui ont été portés à notre connaissance. Et pour le reste, nous, on se garde toujours pas interférer dans une procédure judiciaire quand elle a été ouverte. Pardon, parce qu'il faut être très précis dans ce qu'on dit. Je me permets de prendre la parole comme président. Vous nous dites là, cet après-midi, que les frais de déplacement des 4 dirigeants de France Télévisions au festival qu'a mentionné le rapporteur auraient été financés par un groupe privé. C'est ce que vous dites ? Pour préciser, est-ce qu'il y a eu un échange de la part de ces groupes privés? J'imagine, et vous allez peut-être nous le confirmer, qu'il s'agit de sociétés de production qui ont peut-être des contrats d'ailleurs liés au Festival de Cannes avec France Télévisions. Je pense à l'entreprise Together de M. Renaud Levanquim. Est-ce qu'il y a eu un échange? Quelle est la nature de cette offre qui a été fournie aux dirigeants de France Télévisions? Est-ce que vous en savez plus sur le sujet? On n'en sait pas plus, et comme je vous l'ai dit, nous on n'interfère pas sur des procédures qui sont d'une autre nature. Il y a une procédure judiciaire en cours, nous on n'a pas à être en relation avec des groupes privés, et vous voyez bien qu'on avait déjà suffisamment à faire vu l'état, la situation financière des 2 groupes publics. Sur ces affaires-là, nous, on a posé la question, comme vous nous la posez, on a pris la réponse qui nous a été donnée, et pour le reste, on n'interfère pas sur une procédure en cours. Donc c'est pas dans le cadre de nos missions. Voilà, nous, notre mission, elle était d'une autre nature. Donc aujourd'hui, et je vais clore ce chapitre, mais vous nous expliquez que les suites de Madame Ernotte et de certains cadres au Majestic pour 1 700 € la nuit ont été financées par des entreprises privées. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de nous dire quelle entreprise privée a financé ces suites. C'est une des questions que je poserai la semaine prochaine à Madame Ernotte. Est-ce que vous avez des compléments d'informations à nous apporter sur le sujet? Non, j'insiste là-dessus. On n'interfère pas sur une procédure judiciaire. Il y a une procédure judiciaire qui a été engagée. On a posé la question. Une réponse nous a été apportée. Il ne nous appartient pas de la vérifier, de la contrôler. Il y a une procédure en cours qui ne relève pas de notre champ de compétences.
Je constate par exemple qu'en 2020, l'année vraiment du Covid, où tout le monde était bouclé, où la France était quasiment à l'arrêt, où il n'y avait aucune forme de déplacement professionnel, je constate qu'en 2020, France Télévisions a dépensé 1,5 million d'euros de frais de réception et de cocktail. Alors à titre de comparaison, c'est 3 fois plus que chacune des 2 années suivantes, qui étaient d'ailleurs moins soumises à des exigences de confinement. Comment vous expliquez ces dépenses, en tout cas ces gabegies, dans une période de confinement ? On a vraiment, nous, mis l'accent sur des sujets qui sont extrêmement aujourd'hui urgents à traiter pour ces 2 entreprises et auxquels également ceux qui sont en responsabilité, les tutelles, la représentation au sein du conseil d'administration doivent apporter des réponses. Vous l'avez dit vous-même, monsieur le rapporteur, la situation financière du groupe France Télévisions, les sujets sur les accords collectifs sur lesquels il faut évoluer très rapidement pour pouvoir engager des économies, sur tous ces éléments de dépenses liés à des frais divers et variés. On prend votre question, on y apportera une réponse écrite. J'ai appris notamment par votre rapport que les salariés de Radio France bénéficiaient en moyenne de 12 semaines de congés payés. Les journalistes bénéficiaient de 14 semaines de congés payés. Et puis aussi, pour France Télévisions, j'ai appris que le salaire moyen des 9000 salariés de France Télévisions s'élevait à 72 000 euros, ce qui les place parmi les 9% des Français les mieux rémunérés. Est-ce que selon vous, ces 2 chiffres que je vous donne sont cohérents par rapport à la nature des missions effectuées ? Vous m'avez entendu le dire dans mon propos introductif. On a qualifié effectivement d'une situation qui était avantageuse, généreuse. Il y a un certain nombre de statuts qu'il faut revoir. Il y a un certain nombre d'avantages qui, au jour d'aujourd'hui, pèsent énormément sur les comptes de ces 2 entreprises. Donc, il va être nécessaire, mais ça passe à nouveau, on y revient toujours, sur la renégociation de l'accord collectif et sur ces avantages qui avaient été octroyés en d'autres temps. Un autre sujet que je trouve particulièrement critique, à la page 81 de votre rapport, vous écrivez, je vous cite, que certains niveaux de salaire chez France Télévisions étonnent au regard de la disponibilité des personnes concernées dans l'entreprise et de leur charge de travail rapportée aux fonctions et aux obligations qui en découlent. Si je vous traduis, j'ai l'impression que vous suspectez d'éventuels emplois fictifs. Si oui, est-ce que vous avez des postes ou des fonctions qui ont retenu particulièrement votre attention ? On n'a pas de suspicion particulière, la Cour ne procède pas ainsi, mais vu le niveau de certaines rémunérations, il est important qu'elles puissent être en face. Et on rejoint à nouveau des éléments qui sont extrêmement importants, sur des éléments de comptabilité qui permettraient, et puis d'appréciation des travaux qui manquent. Et la nécessité de renforcer tous les dispositifs de suivi d'un certain nombre de postes de dépenses. Et quand les postes de dépenses sont élevés, il faut qu'on puisse s'assurer de manière très complète que ça correspond à une réalité pleine et entière de service. Pas du tout, on ne dit pas qu'il y a des emplois fictifs qui seraient au sein de ces entreprises. On dit qu'il y a des niveaux de rémunération qui sont élevés et qu'il faudrait qu'on puisse pouvoir apprécier de manière sûre et certaine et complète que les travaux qui sont effectués sont à hauteur, à due proportion de la rémunération. Est-ce que notamment, il y a un cas qui a été commenté allègrement dans la presse, qui a d'ailleurs interpellé mon attention, le cas de M. Arnaud Ngacha, qui est, je crois, directeur des opérations spéciales de France Télévisions, qui est également adjoint de Madame Hidalgo à la mairie de Paris, qui dispose d'une assistante, qui est, semble-t-il, selon les informations qui ont été communiquées, rémunérée plus de 100 000 euros par an par France Télévisions. Il n'apparaît pas, d'ailleurs, dans les organigrammes officiels. En tant que rapporteur, j'ai demandé à France Télévisions de nous communiquer l'intégralité de ces organigrammes. Il y a de lourdes suspicions d'emploi fictif à l'égard de cette personne. Est-ce que vous avez pu enquêter, notamment sur son rôle et l'effectivité de ses missions ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a eu des situations anormales en cours d'instruction, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu vraiment un esprit coopératif de la part du groupe France Télévisions. Immédiatement, ils ont fait le nécessaire pour le corriger.
Donc quand nous, on s'est aperçu que certaines situations, et je rappelle aussi que sur le volet rémunération, il y a un comité des rémunérations, un comité des rémunérations qui dispose de tous les éléments d'appréciation pour s'assurer que les niveaux des rémunérations correspondent à une réalité de mission et de niveau de responsabilité. Quand on a été amené, je vous ai dit qu'il y a eu un cas où on a pu effectivement voir qu'il y avait une situation qui était irrégulière, elle a été corrigée. Question simple, réponse simple. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si la présidente de France Télévisions et la présidente d'ailleurs de Radio France ont bénéficié de primes de performance? Si oui, à combien s'élèvent-elles? On va regarder le détail légalement, si vous nous le permettez, on vous adressera les éléments dont on dispose. On n'a pas regardé. Il y a une prime, c'est sûr, mais je préfère pas m'avancer, la revérifier, puis on vous l'adressera par écrit. Merci. Je voulais juste revenir sur la question d'avant. Est-ce que vous avez une attention particulière sur les salariés qui ont par ailleurs des mandats politiques? C'est-à-dire que quand la Cour des comptes contrôle, par exemple, une entreprise publique, elle a une attention particulière pour des salariés? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pensez qu'elle devrait avoir une attention particulière, étant entendu que ces responsables politiques font des déclarations à la haute autorité de la transparence? Voilà, je voudrais avoir votre avis sur ce... Voilà. Comme vous venez de le dire, il y a une autre instance qui se penche, la haute autorité de la transparence de la vie publique. Par ailleurs, au sein de ces entreprises publiques, il y a une charte de déontologie, il y a des comités d'éthique qui sont amenés à regarder ces situations. Nous appartient pas à nous de faire ces rapprochements. En revanche, on regarde comment fonctionnent les structures déontologiques qui sont à l'intérieur de ces entreprises. Mais pourquoi avoir décidé de publier le rapport de la Cour des comptes sur France Télévisions juste après la décision de reconduction de Madame Ernotte en 2025? Donc d'abord, nous on mène, je l'ai dit, on mène nos travaux de manière indépendante. Et on a une procédure d'élaboration qui repose sur une procédure qui est collégiale, qui est contradictoire. Je vous ai dit qu'il y avait un premier délibéré, il y a un second délibéré. Je ne reviens pas sur ce que j'étais déjà amené à préciser. Dans le cas de France Télévisions, les observations provisoires ont été délibérées par la Chambre le 19 mai 2025, soit après la décision de l'Arcom du 14 mai de reconduire Mme Ernotte à la présidence de France Télévisions. Les observations provisoires, nous étions encore en cours d'instruction, on n'avait pas encore engagé la procédure de contradiction. Ces observations, elles n'étaient pas finalisées. En revanche, l'équipe de rapporteurs avait rencontré l'Arcom, ça fait partie de son travail, il y a eu des échanges avec l'Arcom dans le cadre de cette instruction provisoire, et la publication du rapport le 24 septembre. Donc vous voyez bien qu'on était encore dans la procédure provisoire quand Mme Ernotte était renouvelée dans son mandat. Aux prémices de vos travaux, et je rappelle que vous exprimez sous serment, était-il prévu que le pré-rapport soit envoyé avant la décision de reconduction de la présidente de France Télévisions? Non, pas du tout. Et comme on vous l'indiquait, on a procédé à un cycle. On a une programmation. On est indépendant pour établir notre programmation. On avait une programmation pour faire tout un cycle d'entreprises publiques. On est une juridiction indépendante. On a nos procédures. On gère en fonction de nos moyens. On ne travaille pas à la commande de l'Arcom. On n'est pas là pour aider ou éclairer l'Arcom sur des décisions qui relèvent de son champ de compétences. Chacun est dans son champ de compétences. Et en plus de ça, vous voyez bien que notre rapport venait après un cycle qui datait de 10 ans, donc il fallait l'organiser, etc. Entre-temps, il s'est passé plein d'autres événements. Nous, on ne tient pas compte de notre calendrier de programmation. Il n'est pas calé sur les dates de renouvellement des différents dirigeants d'entreprises, d'organismes de toute nature qu'on est amené à contrôler. Autrement, ce serait absolument ingérable. C'est pas possible. Et puis c'est pas souhaitable. Chacun doit être dans sa mission, dans ses prérogatives. Nos prérogatives, c'est de vous éclairer la représentation nationale et au travers vous, nos concitoyens et ceux qui sont amenés à prendre des décisions sur l'état, la situation d'entreprises qui relèvent de notre champ de compétences. Mais Monsieur le Président, permettez-moi de vous contredire. Il y a quelques mois seulement, en 2023, lors du vote de la loi immigration, Pierre Moscovici avait décidé de reporter, après le vote de la loi, le rapport de la Cour sur l'immigration irrégulière. Et le 9 avril,
2024, il avait justifié sa décision, je le cite, « Ceux qui ont formulé des reproches sur cette loi en auraient formulé des 10 fois plus grands suite à la connaissance de ce rapport ». Reconnaissant d'ailleurs de facto l'importance d'un tel rapport sur l'éclairage de la représentation nationale. Donc permettez-nous d'avoir des doutes sur un éventuel agenda politique de la Cour des comptes, dans la mesure où Pierre Moscovici lui-même a reconnu, pour des raisons notamment politiques, qu'il y avait eu un décalage de publication du rapport qui aurait dû éclairer notamment sur la loi immigration. Je viens de vous apporter les éléments de réponse sur le calendrier de travail, où vous voyez bien que c'est impossible. Ou si vous voulez, je peux vous redonner les dates, et vous comprenez bien qu'on était en instruction provisoire. Et moi, je n'ai à répondre devant votre commission que sur ces 2 rapports. Et par rapport à ce que... c'est très clair, je pense que réponse a été donnée. Il ne pouvait pas y avoir là de retard, de différé, etc. C'était une procédure, et le rapport provisoire, nous n'en étions qu'au rapport provisoire. Alors, Monsieur le Président, avec toute la gravité que le moment impose, il se trouve que j'ai été destinataire d'un certain nombre d'informations qui me laissent penser l'inverse. Monsieur Tardieu, que vous connaissez probablement, qui est secrétaire général du groupe France Télévisions. Il aurait envoyé, je parle au conditionnel, mais les éléments vont m'être rapportés, il aurait envoyé à 2 d'entre vous, si présents, un mail qui sollicite le report de la date de votre pré-rapport, non plus en mars 2025 comme vous l'indiquez, mais après la reconduction de la présidente de France Télévisions. Et selon lui, un envoi avant cette échéance risquait de modifier les termes du débat et aurait pu créer une forme d'insécurité pour heurter la sincérité de cette compétition. Donc ma question est la suivante, et je le rappelle, vous avez prêté serment il y a à peu près 1 heure. Est-ce que vous pouvez nous confirmer sous serment si vous avez été sollicité ou non par la direction de France Télévisions pour décaler la remise du rapport? On arrête nos procédures, on en a la maîtrise pleine et entière. Je vous ai donné les dates précises sur les différentes étapes des procédures internes, qui sont des procédures collégiales et contradictoires, et on en a la pleine et entière maîtrise. On les décide de manière indépendante. Voilà, et je vous ai donné toutes les étapes qui ont été respectées dans le cadre d'une procédure sur un contrôle qui était important, très important. Et vous voyez bien que s'agissant de l'instruction par rapport à le renouvellement du mandat de Madame Ernotte, nous en étions, nous, à la phase provisoire. Est-ce que vous nous affirmez solennellement, après avoir prêté serment, que vous n'avez reçu aucun mail, ni du secrétaire général, ni de la direction de France Télévisions, vous conseillant ou vous enjoignant à décaler la publication de votre rapport ou de votre pré-rapport? Je vous ai dit que j'avais déjà prêté serment comme magistrat pour conduire mes missions en totale indépendance. Et je redis qu'en plus, tout est collégial et contradictoire. Tout a été conduit de manière indépendante. En tant que rapporteur, mais même en tant que citoyen, je m'étonne de la publication d'un rapport de la Cour des comptes quelques jours seulement après la reconduction pour un 3e mandat d'une remise du rapport. Je vous ai entendu, mais en aucun cas les conclusions ont été prises par l'Arcom pour prendre leur décision de renouvellement. Ce qui fait foi, c'est le rapport définitif après une procédure qui est collégiale et contradictoire. Et toute la phase provisoire, et vous voyez bien que la reconduction de Madame Ernotte s'est faite alors que nous étions dans la phase provisoire. Et je vous ai donné des dates extrêmement précises. On pourra d'ailleurs vous les adresser par écrit. Je n'ai là-dessus aucune réserve. Vous verrez que nos procédures ont été scrupuleusement suivies. Et tout est collégial. Juste dire, il faut peut-être que vous le compreniez, que le télescopage des calendriers peut entraîner une forme de suspicion chez certains, puisque le calendrier de renouvellement de nomination de la présidente directrice générale en même temps que la publication d'un rapport de la Cour des comptes, mais on peut s'interroger, et c'est pas du tout pour jeter la suspicion sur ces conditions de nomination ou sur vos travaux, mais c'est vrai on voit, et les questions du rapporteur en témoignent, que le télescopage des calendriers peut ensuite entraîner des questions et des interrogations de la part des Français, et en l'occurrence des députés que nous sommes. Vous l'avez bien vu, le rapport en soi, c'est un rapport qui appelle des décisions urgentes. C'est pas du tout un rapport. Donc après, on pourrait dire, et je vois pas comment on peut gérer. Et ça serait porter atteinte à ce qui correspond, ce qui est fondamental pour la juridiction. On est une institution constitutionnellement reconnue. Et son indépendance,
ça serait y porter atteinte que de revenir sur son initiative en matière de programmation, son caractère collégial, ses procédures contradictoires. Si on était assujetti à tous les calendriers qui sont liés à des nominations de dirigeants d'entreprises et d'autres, eh bien, vous voyez à peu près dans quel... On n'aurait plus une programmation indépendante. On n'aurait plus une programmation indépendante. Et là, je peux vous dire, mais simplement, regardez quand même les dates. Madame Ernotte a été reconduite le 14 mai. Et je vous ai donné tout le déroulé de notre procédure. On était en instruction provisoire. Donc, j'ai du mal à entendre la notion de télescopage ou voire même de suspicion. Notre procédure, le rapport définitif, il a été, puisque vous parlez de publication, la publication, c'est le 24 septembre. Je laisse le rapporteur continuer, mais admettez avec nous, quelles que soient nos sensibilités politiques ici, que voir un rapport de la Cour des comptes particulièrement vif, vous parlez de situation critique, quelques mois après le renouvellement de sa dirigeante, non pas que la publication de vos rapports aurait dû donner lieu à une non-reconduction de Madame Ernotte, c'est pas du tout mon propos, mais admettez que pour l'opinion publique, pour les parlementaires et pour la représentation nationale en général, un rapport aussi essentiel et aussi important sur la situation d'un acteur important de la vie de notre pays, quelques semaines après le renouvellement de sa principale dirigeante, peut poser question non pas sur les connivences ou les complicités, mais sur le calendrier. Et donc moi, je maintiens que même si vous êtes totalement indépendant, on peut imaginer qu'il y ait des calendriers qui tiennent compte des renouvellements et des nominations. Ce rapport, il aurait pu avoir lieu il y a 6 mois, il y a 1 an. Enfin, bon, après, ça nous appartient aux législateurs de prendre des décisions le moment venu. Alors. Et je me permets une toute dernière question sur ce sujet, parce que je pense que c'est un sujet qui est important. Vous insistez, à juste titre, sur l'indépendance. Vous répétez ce terme qui est extrêmement important, mais je ne vous ai pas entendu, je n'ai pas l'impression que vous m'avez dit, donc je vous repose la question. Est-ce que vous avez reçu le moindre mail ou le moindre courrier du secrétariat général ou de la direction de France Télévisions vous conseillant ou vous enjoignant à décaler le pré-rapport ou le rapport final que vous étiez en train de commettre? Je répète, on est indépendant, on a une procédure qui est collégiale, qui est contradictoire, et ce qui compte au final, c'est le rapport définitif. Mais vous ne me... Vraiment, question simple, réponse simple, Monsieur le Président, je vous en conjure. Ma question, avez-vous reçu un mail ou un courrier du secrétariat général ou de la présidence ou de la direction générale de France Télévisions qui vous conseille ou qui vous demande de décaler le pré-rapport ou le rapport final? Oui ou non? On n'a rien décalé. Je vous ai dit que notre procédure a été suivie. Il n'y a pas de décalage. Donc si vous êtes... je ne comprends pas. Il n'y a pas de décalage. Notre procédure, je vous en ai donné le détail. On n'a rien décalé. Bon, on va passer à un autre sujet. J'entends simplement. Monsieur le Président, on va passer à un autre sujet. J'entends juste, et je pense ne pas travestir vos propos et vous pourrez répondre, que vous ne m'avez pas répondu à la question avez-vous reçu ou non un mail ou un courrier vous demandant ou vous conseillant de décaler la publication de votre pré-rapport ou votre rapport. Vous ne m'avez pas répondu. Je redis qu'on n'a rien décalé. Rien décalé. Monsieur le Président. Le 13 mars 2025, dans un communiqué de presse, France Télévisions annonçait que depuis 2017, les comptes sont à l'équilibre. Je cite le communiqué de presse. Pourtant, à la lecture de votre rapport, le résultat d'exploitation du groupe est négatif depuis 2020 et le résultat net également en 2018, 2020 et 2021 est aussi négatif. On apprend aussi que France Télévisions aurait accumulé 81 millions d'euros de déficit entre 2017 et 2024. Quand je vois, moi, en tant que simple citoyen, la différence entre les communiqués de presse de France Télévisions qui se félicitent d'avoir mis les comptes à l'équilibre et votre rapport qui indique qu'il y a un déficit de 81 millions d'euros, est-ce que vous estimez que les comptes, jusque-là, ont été publiés de la façon la plus sincère possible? Je pense que sur la situation financière, et vous l'avez vous-même noté, on est très clair, très précis sur la situation critique qui s'est encore aggravée et qui appelle là une réaction rapide avant la fin de 2026. Je redis également que tous les éléments qui sont relatifs à la situation financière ont fait l'objet d'alertes régulières et systématiques du comité d'audit. On dit qu'il faut sans délai agir et que ça passera par la renégociation
de l'accord collectif et qu'il faut sans tarder également voir toutes les pistes en termes de mutualisation, recherche de synergie. Il y a plein de choses à faire très rapidement, rapprochement des réseaux, etc. Et je ne vais pas me prononcer sur la communication propre à la direction de l'entreprise. Ça relève de sa compétence à elle. C'est à elle qu'il faut lui poser la question et pas à la Cour des comptes. Merci Monsieur le Président, et je m'en remets à votre expertise et à celle de vos équipes. J'entends que dans les conclusions que vous faites sur votre rapport, vous assumez de contredire les communications officielles de la direction de France Télévisions, probablement de la direction financière, probablement de la présidence de France Télévisions, qui se félicitait de comptes à l'équilibre. C'est une question que je poserai la semaine prochaine à Delphine Ernotte. Mais en tout cas, je m'étonne de ce décalage abyssal de plusieurs dizaines de millions d'euros entre une direction de France Télévisions qui se félicite de comptes à l'équilibre et vous qui venez, il y a quelques mois, nous informer qu'il y a un déficit de plus de 80 millions d'euros. En tout cas, pour moi, ça reste une question en suspens. Je n'ai pas la communication de la direction et ce n'est pas à moi de me faire le porte-parole de la direction de l'entreprise, mais je me demande si ça ne portait pas plutôt sur l'exploitation. Alors, je vous cite très exactement le communiqué de presse qui a été publié le 13 mars 2025. Il annonçait, je cite, « Depuis 2017, les comptes sont à l'équilibre. Point. » Vous avez des doutes sur la sincérité des comptes publiés par la direction de France Télévisions? Nous, sur la situation financière réelle, je pense que vous pouvez nous en faire crédit, on est très clair, très précis, elle est critique. Il y a un exemple, c'est celui de France 3 Côte d'Azur. J'ai du mal à voir le moindre rationnel, mais j'apprends qu'il y a 80 salariés qui devront déménager du siège qui se situe à Antibes à Nice, alors même que France 3 est déjà propriétaire de son siège à Antibes et que les salariés s'opposent massivement à ce déménagement. Le coût final de ce déménagement s'élève à près de 20 millions d'euros. Quand on fait la division, ça pèse près de 250 000 euros par salarié. Vous le voyez dans un contexte, et on l'a rappelé suffisamment, le contexte de France Télévisions est très compliqué d'un point de vue budgétaire et financier. Qu'est-ce qui peut justifier pour un montant aussi élevé un tel déménagement et une telle dépense de confort qui en plus n'est pas appelée du vœu des salariés? Et le deuxième et tout dernier point, et ce sera la dernière question, c'est toujours sur Nice, notamment sur le sujet de l'Eurovision. Il y a une enquête qui a été ouverte pour détournement de fonds publics, pour prise illégale d'intérêt, pour faux en écriture publique, qui vise à la fois France Télévisions et Monsieur Estrosi. Est-ce que vous êtes intéressé à ce sujet et comment est-ce que vous veillez à ce que les budgets de l'audiovisuel public ne soient pas détournés pour des intérêts politiques ou particuliers? Monsieur le Président, pardon, par souci de transparence, je pense qu'à ce stade, il m'appartient de dire que je fais partie au parti Horizon et que le maire de Nice est membre d'Horizon et que monsieur le rapporteur est membre du groupe UDR qui est présidé par Éric Ciotti, qui est lui-même candidat à la mairie de Nice. Je le dis parce que je pense qu'il faut être transparent avec celles et ceux qui nous écoutent, ce qui ne vous empêche pas de répondre à la question, ce qui ne veut pas dire que le rapporteur a choisi l'exemple de Nice pour d'autres raisons que le hasard. Non, je vais être très court et très clair. On n'interfère pas, ça vaut comme pour l'autre cas, on n'interfère pas sur des procédures qui relèvent d'autres juridictions. Donc, on n'a pas regardé ce point particulier. Donc voilà, la réponse est très claire. Sur le second point, moi je veux l'élargir parce que je pense que c'est très important. Vous avez compris que dans le rapport, on recommande de manière très appuyée qu'on avance et on peut avancer rapidement sans attendre qu'il y ait un cadre juridique adapté. On peut avancer très vite sur le rapprochement des réseaux régionaux. Et là où il y a des pistes d'économie, évidemment, sur l'immobilier, il y a des pistes d'économie. Évidemment. Et plus que sur des opérations passées, ce qui compte là, c'est très rapidement de rationaliser. Je sais bien que c'est un mot qui a l'air un petit peu technique, mais il n'est pas si technique que ça. Quand on a sur un même territoire des implantations immobilières distinctes, alors qu'on pourrait regrouper, et il y a un exemple qui est probant, on l'a vu outre-mer, où quand on regroupe, on peut le faire. Donc là, il y a vraiment, s'il y a des pistes d'économie qui peuvent être réalisées très très rapidement, c'est dans les rapprochements des deux réseaux. Et c'est pas que France 3, c'est le rapprochement France 3, France Bleu, sous l'égide maintenant d'ici. Il y a vraiment des économies. On a tous connu, moi j'étais en poste aussi en province, on voit bien qu'il y a des sites immobiliers. Là, si on peut faire des économies très 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 rapidement, très très rapidement. Et vous, quel est votre regard sur ce dossier ? Partagez-le en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains dossiers parlementaires.